parler de transport, mais d'une façon un peu plus large. On va parler, du fameux projet de troisième lien pour la grande région de Québec. 6 projets de troisième lien il y a. Le gouvernement du Québec qui vous convoque à des séances d'information sur le troisième lien. Ça va avoir lieu les 26 et 27 février prochains, autant sur la Rive-Nord que la Rive-Sud. Et pour en parler, on a avec nous la ministre des Transports, vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault. Mme Guilbeault, bonjour. Bonjour, M. Landry. Bon. Bonjour, tout le monde. Mme Guilbeault, je vais aller droit au but, OK? Je suis content. On va vous laisser vous exprimer là-dessus et tout ça, mais j'ai quand même l'impression, en faisant l'entrevue, de participer à du théâtre un peu. Parce qu'on a été très échaudés, puis les gens, je vous le dis très sincèrement, en tout respect, les gens ne croient plus, le gouvernement, que ce projet-là va se réaliser. Il y a 2 fois, vous avez eu le mandat de réaliser le projet, de démarrer le projet. Ça s'est pas fait. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une pièce de théâtre politique avec ça, les consultations et les séances d'information. Convainquez-moi du contraire. Oui, à chaque fois que je reviens ici en parler, on commence en se disant ça. Puis je vous dis à chaque fois, vous avez raison, il faut reconquérir la confiance des gens. Il faut venir à bout du scepticisme tout à fait compréhensible des gens. Et quand on a réitéré qu'on ferait le projet de troisième lien une fois pour toutes, j'ai dit, je ne demande pas aux gens de faire un acte de foi parce que je comprends que ça n'arrivera pas, mais de nous regarder aller et de voir le projet avancer étape par étape. Et je m'étais engagée à venir faire des mises à jour régulières sur le projet. C'est ce que je fais. Je suis venue à l'automne dernier, avant Noël, vous dire il y avait l'appel d'intérêt auquel 23 entreprises ont répondu. Et ça, c'est un engouement sans précédent. Alors, c'était une très bonne nouvelle. Et je vous disais, on va rencontrer ces entreprises-là et je reviendrai en début d'année 2025 vous refaire une mise à jour après qu'on ait parlé à ces entreprises-là, vous donner le nom des entreprises. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on regarde la liste des 21 entreprises qui ont accepté qu'on donne leur nom. Il y en a 2 pour qui on n'a pas les noms. Mais sur les 21, il y a des entreprises très, très sérieuses. Allez-y. C'est quelles sont les plus sérieuses dans ça? Je veux pas faire de favoritisme ou de dire qu'une est plus sérieuse que l'autre. Mais tu sais, quand je vois qu'un WSP, qu'un EBC, une entreprise québécoise, quand je vois qu'on a évidemment les Pomerleau, on a Atkins, on a Dragados qui est une entreprise à l'origine étrangère, mais qui est sur notre pont de l'île d'Orléans, qui est sur notre pont de l'île aux Tourtes. On a Aecon, donc on en a plusieurs. Tu sais, on a des grandes entreprises auxquelles on pense spontanément quand on pense à des grands projets d'infrastructure. Il y en a une foule d'autres aussi. Là. Il y a des firmes d'ingénierie, mais il y a aussi des firmes de gestion de projet. Donc, il y a une diversité d'entreprises là-dedans. Puis encore une fois, là, c'était pas une liste exhaustive. Là. Je veux pas dire que c'est pas qu'il y a une entreprise meilleure que l'autre. C'est quand je regarde la liste des 21, ce sont des entreprises qui, individuellement et collectivement, sont des entreprises sérieuses, des entreprises avec une renommée, qui ont beaucoup de projets à leur actif. Donc, je trouve que ça donne tout naturellement de la crédibilité à notre projet. C'est un appel d'intérêt, c'est ça? Ces gens-là, ils se montreraient pas intéressés puis ils perdraient pas de temps avec nous s'ils pensaient que ce projet-là n'a pas de bon sens. Mais l'appel d'intérêt, je veux dire, jusqu'à quel point c'est engageant pour eux autres? Font-ils un dépôt? Y a-t-il des sommes engagées? C'est quoi exactement l'appel d'intérêt? Jusqu'à quel point c'est engageant pour ces entreprises-là, au point où vous dites que ça crédibilise le processus? Bien, engageant, c'est plus que ces gens-là, nous, c'est un appel d'intérêt international. Alors, on dit, voici, nous, on veut construire un lien interrive de telle zone à telle zone. Vous vous souvenez, là, à l'est des ponts actuels jusqu'à l'ouest de l'île d'Orléans. Et donc, c'est ça. Alors, et on veut le faire en mode collaboratif. Je ne vais pas me perdre dans trop de jargon, mais vous savez qu'on a aussi rénové nos façons de contracter avec le marché. Alors, on a envoyé aussi le signal de dire le Québec aussi, désormais, veut faire des projets en mode collaboratif. Qu'en pensez-vous? Et que pensez-vous du projet qu'on propose? Parce que c'est une occasion aussi pour nous d'ajuster le projet éventuellement quand on va tomber dans les vrais documents d'appel d'offres et tout ça, l'appel de qualification. Quand est-ce ça qu'on va tomber dans les vrais documents, comme vous dites? Ben, on a hâte, là. Non, mais cette année, puis je vous dis, un peu plus tard cette année, on aura l'annonce du corridor du troisième lien. Ça va être la prochaine grosse étape que beaucoup de gens attendent depuis tellement longtemps. Quand je vois Québec solidaire, là, hier, c'est ça. L'opposition, hier, a dit... Il y a beaucoup de gens qui sont anti-troisième lien, qui essaient de sortir des corridors, des ci, des ça. Des corridors, ça fait des années qu'on étudie les mêmes corridors de l'ouest à l'est. Il y a des cartes de corridors, des dessins de corridors. Il y en a une foule un peu partout qui a toujours circulé. Donc là, on finalise les analyses sur les différents corridors. Puis c'est ça l'intérêt des portes ouvertes. Pour revenir aux portes ouvertes, ça aussi, c'est la première fois. Tu sais, l'automne dernier, c'était la première fois qu'on sortait le troisième lien du gouvernement, on allait sur les marchés, voici, on veut faire un troisième lien au Québec. Là, c'est la première fois qu'on le sort pour aller le présenter aux gens. Fait combien d'années qu'on en parle en entrevue partout? On fait des études, des analyses. Oui, les études ont été rendues publiques, mais qui va lire 8000 pages? C'est bon. Alors là, on s'en va le présenter aux gens et tous ces corridors-là vont être là. Tu vas aux portes ouvertes, là, ils vont tous être là, les cartes vont être dessinées. Mais c'est vrai ce que l'opposition nous a dit hier? Est-ce que c'est vrai que... Parce que l'opposition QS a dit hier, entre autres, le moins pire des tracés
Ils nous ont dit ça hier, que c'était un tracé qui faisait arriver le 3e lien au centre-ville de Québec. Y a-tu du vrai dans ce qu'ils ont dit hier, dans ce qu'ils ont rendu public hier? M. Grandmont et compagnie. Je vais attendre qu'on puisse annoncer la décision finale du corridor pour commenter. Puis, entre-temps, aux portes ouvertes, fin février. Le 26 février, Québec, 27 février, Lévis. Il y aura des gens aussi pour répondre aux questions sur les différents corridors. Donc, il y aura une foule d'informations. Mais le corridor centre-ville à centre-ville, souvenez-vous, on en a parlé dans le temps qu'on voulait faire un tunnel de centre-ville à centre-ville. Il n'y a rien de nouveau dans le fait que c'est un des divers corridors qui ont déjà été dessinés sur une carte potentielle, des endroits potentiels d'un 3e lien. Ce n'est qu'une manœuvre de plus de Québec solidaire pour dire on est contre un 3e lien. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça fait-tu du sens? Si on s'arrêtait à chaque personne qui nous dit qu'il est comme contre le 3e lien ou qui coule quelque chose à un média en disant regardez, la CAQ essaye de magouiller. Je comprends, mais est-ce que ça fait du sens? Les gens qui sont contre le 3e lien vont toujours être contre le 3e lien. Mais est-ce que ça fait du sens pour vous, un 3e lien qui sort au centre-ville? Parce que maintenant, on parlait aussi d'une sortie sous-Marne dans ce secteur-là. Est-ce que ça fait du sens, cette théorie-là, de faire passer un tunnel sous le quartier historique de Québec puis d'avoir une sortie au centre-ville ou pas loin du centre-ville? Bien, tu sais, je vous parlais tout à l'heure, quand on parlait du corridor centre-ville à centre-ville, on voulait faire un tunnel. C'est pas pour rien. Parce que faire arriver un pont sur terre dans ces endroits-là où il y a énormément d'enjeux, de densité, de patrimoine, de toutes sortes de choses, tu arrives aussi, en plus, dépendant comment tu organises, mais sur la Rive-Nord, tu arrives possiblement sur le réseau municipal. Oui. Alors, là, est-ce que la Ville de Québec va nous laisser arriver, par exemple, en plein Saint-Roch? Je serais surpris. C'est déjà très on serait surpris, là. Ouais. Ben, en tout cas, on pourrait leur poser la question, mais je pense qu'on peut présumer de la réponse. Donc, il y avait une raison pour laquelle c'était pas réaliste pour nous d'avoir un pont à cet endroit-là qui arrive sur Terre dans les réseaux existants pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. Fait que quand Québec solidaire nous arrive cette semaine en disant ça n'a pas de bon sens, un pont dans Saint-Roch, je veux dire, comme dirait notre premier ministre, il a manqué une bonne game. Là. Ce débat-là est tout le monde sait que ça il y a déjà longtemps. Ça, je vous dis, c'est toutes des manœuvres, dire on est contre le 3e lien, on est contre le 3e lien. Mais si on s'attarde à ceux qui sont contre le 3e lien, tu sais, le 3/4 des gens de Québec puis de la Rive-Sud de Québec sont pour un 3e lien. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut le faire. On est le seul parti qui veut le faire. Mais c'est pour ça, vous le dites vous-même, tu sais, les gens puis tous les sondages le démontrent, sondage après sondage. 2 fois, les gens de la région de Québec vous ont donné le mandat de le faire. Je reviens à pourquoi des séances d'information les 26 et 27 février. C'est clair pour tout le monde que les gens le veulent, le 3e lien. Pourquoi on a besoin de refaire ça encore, des séances d'infos? Ce n'est pas d'essayer d'étirer le temps un peu jusqu'à la prochaine élection puis de gagner du temps avec ça. Non, pas du tout. Puis je peux vous dire, ça ne retarde en rien. Mais qu'est-ce qui vous manque? Le moment de l'annonce. On est en train de finaliser. On a une grille sur laquelle, avec un certain nombre de critères, à partir de laquelle on évolue justement les fameux corridors. Parce que le jour où on va annoncer un corridor, là, je vais revenir ici où je vais aller, ils vont dire pourquoi c'est pas les autres corridors? Qu'est-ce qui fait que vous prenez lui versus un autre? Ça, on peut pas arriver non plus. Mais comment ça qu'après 7 ans, il n'est pas rendu plus loin que ça, qu'on n'est pas fixé sur un corridor, Mme Guilbeault? C'est là que les gens décrochent. Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. On n'a même pas trouvé le corridor encore. Réalisez-vous? C'est pour ça que les gens perdent confiance. Ça s'en vient. Et la séance d'information, c'est pas l'endroit où on va annoncer le corridor. C'est un endroit où on va venir répondre justement aux questions. Vous voyez ce qui circule cette semaine, là? Est-ce que c'est vrai qu'on envisage le corridor au centre-ville, dans le patrimoine? Est-ce que c'est vrai que ça va être à l'est? Est-ce que c'est vrai que ça va à l'encontre de ci, à l'est? Qu'est-ce qui arrive? Puis tout ça. C'est le genre de questions qui va pouvoir se poser là-bas. Et il va y avoir des gens pour répondre à ces questions-là. Mais c'était pas votre responsabilité de toute façon, on n'aurait pas le choix de faire plus tard dans des BAP ou des choses. Consulter la population. On le fait dans d'autres projets au ministère des Transports. C'était pas votre responsabilité de clarifier ça avant. Vous êtes là depuis 7 ans, Caroline. C'était pas la responsabilité du gouvernement de clarifier ça avant. Qu'on se ramasse pas encore en 2025 avec des séances d'information sur des potentiels corridors. Ça devrait déjà être décidé, non? Bien, comme je vous dis, c'est une étape de toute façon qui est incontournable dans le projet. Si on le fait pas là, il va falloir le faire à un moment donné, puis on va nous demander de consulter la population. Alors moi, j'aime autant le faire au plus vite, dans le sens de ne pas étirer le temps, comme vous dites. Tu sais, repousser ça l'année prochaine, l'autre d'avant, on va attendre ci, on va attendre ça. Là, on le fait là, les gens vont pouvoir, et ensuite de ça, on va annoncer le corridor, puis ensuite de ça, on va pouvoir partir en appel de qualification. Les choses vont aller rondement, puis comme je disais, à mesure qu'on va franchir des nouvelles étapes et qu'on va informer les gens, ils vont voir que le projet prend forme. Mais quand vous couchez le soir, là, quand vous pensez à ça des fois, ou peu importe dans votre journée, quand vous pensez à ça, là, pourquoi ça ne s'est pas fait encore? Qu'est-ce qui a fait que
7 ans plus tard, après votre accession au pouvoir, on n'a même pas de corridor encore. Il n'y a rien qui a avancé. C'est-tu, je sais pas, vos collègues au Conseil des ministres qui venaient de Montréal qui n'étaient pas d'accord? C'est-tu les médias de Montréal qui vous ont fait peur? C'est-tu que c'est pas faisable? C'est-tu que les coûts sont trop élevés? Vous devez vous dire des fois, 7 ans plus tard, Caroline, comment ça se fait qu'on n'a pas plus avancé que ça dans ce dossier-là? C'est quoi là où les raisons pourquoi on est encore à zéro aujourd'hui là-dessus? Bien, on n'est pas à zéro. On n'est pas à zéro, là. On est à veille d'annoncer un corridor. Je veux dire, c'est plus que ce que n'importe quel autre parti aurait fait, premièrement, parce que si c'était pas de nous, en ce moment, non seulement il n'y aurait rien de fait, ou en tout cas, pas assez de fait au goût des gens, mais il n'y aurait rien qui se ferait non plus. Parce que je vous rappelle qu'ils sont tous contre. C'est quand même fou de voir ça, là. C'est des élus, tu as des élus là-dedans qui sont des députés à Québec et qui représentent la population de Québec et qui s'opposent farouchement. Mais la CAQ est pauvre, mais rien fait depuis 7 ans. Tu sais, bien, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je comprends ce que vous voulez dire. Là. On n'est pas en train de le construire live, mais les choses ont avancé. Puis évidemment, il y a eu la pandémie. On ne reviendra pas sur toute cette saga-là, mais la pandémie a tellement bouleversé de choses. Mais maintenant, il avance le troisième lien. Et il avance à la vitesse la plus grande possible. Puis je vous dirais, on a rencontré les 22 entreprises, là. Et une des choses qui est revenue souvent, puis là, c'est là-dessus qu'on travaille pour s'assurer qu'on ne perd pas de temps avec ça, c'est parce qu'eux autres, après ça, ils ont besoin d'un échéancier réaliste. Si tu mets trop de pression sur les entreprises en disant « j'ai besoin de livrer le projet rapidement, puis que pour eux, c'est pas réaliste, puis ça devient trop risqué, puis ils n'ont pas le temps de travailler comme il faut », ils vont dire « ben là, pour nous autres, c'est pas réaliste, on décroche ». Alors, vous comprenez aussi, il faut trouver l'équilibre entre la vraie vie de ces gens-là qui ont besoin d'un certain temps pour présenter des projets qui ont de l'allure, puis après ça, eux autres, il faut qu'ils assument un certain risque dans ces projets-là, et le fait qu'on veut aller vite parce qu'on est écœuré d'attendre après nos projets. Ouais. Donc, il y a toujours cet équilibre-là aussi qu'il faut maintenir. Donc, en ce moment, je dirais on est aux marges de ce qui est réaliste en fonction de ce que nous demandent les entreprises et en réponse aux gens qui ont hâte que ça avance. Vous citez la pandémie, je comprends ça, mais il y en a une partie qui vous appartient aussi. Tu sais, la foi des cartables, le matin des cartables. Quand vous êtes arrivé avec vos cartables, vous avez dit que le flot de circulation ne justifiait pas. Vous vous rappelez de ce matin-là? Tout le monde se rappelle de ça. Je veux dire, c'est vous qui l'avez retardé à ce moment-là aussi, là. Oui, mais là, c'est ça, on était prêt avec les données post-pandémiques qui avaient modifié énormément les déplacements, les achalandages. Ça, c'est plus bon ce qu'il y avait dans ces cartables-là. Bien, c'est-à-dire que depuis ce temps-là, on va avoir les résultats de notre nouvelle enquête d'origine-destination, là, super exhaustif, qu'on a élargi d'ailleurs à plus d'endroits au Québec, mais la vie a repris son cours depuis ce temps-là et les données continuent de changer. Puis l'achalandage sur le pont Pierre-Laporte, par exemple, parce qu'on pense à ça spontanément au pont existant, a recommencé à augmenter, tu sais. Alors, puis de toute façon, moi, vous n'avez pas à me convaincre ici aujourd'hui, là. Je veux dire, ça prend moi, je suis de celle qui est comme vous, bien avant que la CAQ soit au pouvoir puis que moi, je me présente en politique. Ouais. Ça aurait pu se faire. Ça fait des décennies qu'on parle du troisième lien. Ça aurait pu se faire avant même qu'on développe Québec et Lévis au point où c'est rendu. Qui a dit si vous étiez pour, qui a dit dans les dernières années, on le fera pas? C'est-tu le premier ministre? C'est-tu d'autres gens influents? La pandémie a tellement changé de choses. Pas juste pour le troisième lien. Là, dans l'ensemble du gouvernement, il y a bien des... Si on prend là, les grands postes là, ministériels ou les grands ministères, la santé, l'éducation, le transport, on a été retardés dans plein de choses où la pandémie a modifié plein de choses. Prenez la santé. Tu sais, notre cher ami Christian Dubé qui fait ce qu'il peut, mais c'est sûr que la pandémie a ajouté une pression énorme sur le réseau de la santé pour des raisons évidentes, sur les dépenses publiques. La pandémie nous a coûté une fortune. Alors, ça a entraîné des modifications majeures dans la planification puis dans l'action gouvernementale avec lesquelles il faut vivre aujourd'hui. Mais pourquoi le tramway avance? Mais les choses avancent. Mais pourquoi le tramway avance? On a l'impression que le tramway avance plus vite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de séance d'information là, sur le tramway. Là. Tout a l'air prêt à part pour le financement du fédéral. Les gens ont l'impression que le projet du tramway passe pas par les mêmes critères, là, que ça avance plus vite. Même si c'est pas un projet qui a avancé rapidement, là, j'en conviens aussi, mais les gens ont l'impression qu'il y a comme 2 poids, 2 mesures. Troisième lien, c'est compliqué, ça se fait pas, ça avance pas, on étire le temps. Tramway, on est presque prêt à lancer le projet. Pourquoi c'est comme ça? Bien, premièrement, il y en a eu des consultations dans le tramway. La CDPQ Infra, quand on lui a donné ce mandat-là, a rencontré, je pense, 90, que je pourrais vérifier, là, parties prenantes. Donc, ils ont rencontré à peu près tout le monde, tous les élus de tous les partis, toutes les personnes intéressées qu'il y avait par le projet. Alors, elles ont eu lieu. Pas sous la même forme que ce que nous on propose, mais elles ont eu lieu. Tu t'en sors pas dans des gros projets d'infrastructure qui ont tellement d'impact sur des communautés. Il faut que tu consultes.
Tu n'as pas le choix. Si tu le fais pas, tu vas finir par te le faire imposer par un autre ministère ou par quelqu'un. Et est-ce que ça avance plus vite? Ben non. Quand on regarde les échéanciers de réalisation et de construction, ça va finir par être similaire. Entre les deux, lequel des deux va être réalisé en premier, accessible pour le public en premier? Pour l'instant, sauf erreur, le tramway, on prévoit un début de construction d'ici autour de 2027. C'est le projet que les gens veulent le moins. C'est ça qui est choquant, Mme Guilbeault. Mais la signature du contrat pour le troisième lien est prévue début 2027. Alors, ça va aller vite, c'est ça que je vous dis. Là. Mais il reste que le tramway, je veux dire, il n'y a pas d'acceptabilité sociale claire pour ce projet-là. Puis vous le dites, 2027, la construction débute dans quoi, 1 an et demi? Mais ça, là, les gens ne comprennent pas ce bout-là. Là. Mais vous devriez poser la question à mes collègues des oppositions. Hier, j'avais le député de Québec solidaire qui se plaignait du troisième lien. Puis j'ai dit, c'est drôle comment des élus de Québec considèrent que les citoyens qui veulent un tramway, eux, sont légitimes, sont importants, il faut les écouter, puis c'est important de donner suite. Alors qu'il y a encore plus de gens de Québec et de la Rive-Sud de Québec qui, eux, veulent un troisième lien, mais eux, il faut en faire fi, il faut en faire abstraction. On a la même impression de votre gouvernement. Je ne parle pas de vous personnellement. Il faut considérer comme des arriérés parce qu'ils veulent un troisième lien. Vous pensez que vous vous en prenez à la CAQ parce qu'on défend le troisième lien, mais vous vous en prenez aux 3/4 des gens de Capitale-Nationale puis de Chaudière-Appalaches qui veulent un troisième lien en les traitant ni plus ni moins d'arriérés indirectement. Alors, à un moment donné, ton rôle comme élu, c'est de représenter les gens. Tu peux pas décider, moi, telle affaire me plaît pas, fait que je vais dire que tous ceux qui aiment ça sont arriérés. Ça marche pas comme ça. Alors, d'ailleurs, le maire de Québec... Je vous invite à leur poser la question quand ils viennent ici. Oui, moi, c'est rare que je les invite, honnêtement. J'ai pas de... Je sais pas. J'ai pas beaucoup d'atomes crochés qu'Étienne Grandmont va être bien honnête avec vous, là. Je ne cours pas après les entrevues avec lui. C'est un élu de Québec. Oh oui, c'est sûr. Mais dites-moi, parlant de ça, justement, le maire de Québec, récemment, a dit que le tramway, c'était comme un genre de bon bouclier anti-Trump. Tu sais, dans le sens qu'on va faire rouler l'économie. On va compenser peut-être pour les inconvénients d'avoir Trump à la Maison-Blanche, les tarifs et tout ça. Bien, faisons le tramway. Est-ce qu'on peut appliquer la même recette au troisième lien comme un genre de remède anti-Trump? Bien, les projets d'infrastructure en général. Moi, ça fait quelques mois qu'on a ces discussions-là à l'interne, puis avec le premier ministre et tout ça. C'est sûr que quand tu investis dans tes infrastructures, puis évidemment, là, on le sait pas. Tu sais, Trump, on a beaucoup de conversations là-dessus, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Là, évidemment, il a mis ses menaces, l'aluminium, l'acier et tout ça. Puis là, il nous a donné 30 jours, ce qui nous met à peu près au 4 mars là, pour son 30 jours de sursis. Mais donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais si on prend les pires scénarios où il allait de l'avant avec ces menaces-là, là, entre autres sur certains produits ciblés, donc trouver des nouveaux marchés pour exporter ces produits-là, mais de façon générale, si ça devait générer des pertes d'emplois, bien, c'est sûr que de faire en sorte que ces gens-là ont des emplois dans nos infrastructures, ça a la double vertu de dire ces gens-là vont avoir des emplois bien payés dans la construction. Et de nous permettre de construire des nouvelles infrastructures ou de rénover nos infrastructures existantes. Dieu sait qu'en ont bien besoin. Fait qu'il n'y a pas juste le tramway. Beaucoup des projets d'Hydro-Québec, bien sûr, mais on en a aussi des projets d'infrastructures là, dans nos structures routières et autres, dans les routes, dans les écoles, etc. Alors, donc oui, moi, les gros projets d'infrastructure, puis si on peut avoir des projets avec des entreprises québécoises, puis des matériaux québécois, puis tu sais, évidemment, il y a des règles d'appel d'offres, il y a des accords internationaux avec lesquels il faut composer, mais il y a moyen d'en faire de trouver dans chaque défi puis dans chaque malheur qui peut nous arriver sur lesquels on n'a pas le plein contrôle, de trouver le maximum d'opportunités là-dedans. Et là, je pense que d'avoir une espèce de volet nationaliste à ça en disant on en a des produits ici, on en a du bon monde, on en a des matériaux, alors trouvons l'occasion d'optimiser tout ça. Tout comme le tramway, le troisième lien peut être un remède anti-Trump, anti-protectionnisme. Bien, c'est-à-dire que c'est une occasion pour nous de recycler un malheur en quelque chose de vertueux pour nos industries ici et pour notre approvisionnement ici et pour nos travailleurs ici. Comment vous avez réagi la semaine passée quand vous avez vu qu'à Ottawa, c'est un projet de, je pense que c'est le 6e lien à Ottawa, je pense, qui a été approuvé par Jean-Yves Duclos et compagnie, puis le fédéral embarque et tout ça. Comment vous avez réagi? Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais moi, je le suis du coin de l'œil un peu l'histoire du 6e lien à Gatineau. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est ça, j'ai fait un tweet. Je sais pas comment on appelle ça maintenant, les tweets. Là, un X ou un tweet encore, je pense. Un message X, là, en tout cas, sur... Parce que c'est ça fait longtemps qu'ils discutent du 6e lien à Ottawa. Il y a des élus du gouvernement actuel, fédéral, qui défendaient le 6e lien. Et là, ça va être fait.
Et ici, ce même gouvernement-là s'oppose à un troisième lien. Alors, c'est ce que j'ai écrit. On est heureux pour nos amis de l'Outaouais. Tant mieux pour eux, 6e lien en Outaouais. Mais pourquoi est-ce que les gens de Québec et de la Rive-Sud de Québec n'ont pas droit à la même considération de leurs propres besoins, leur propre volonté d'avoir un troisième lien? Honnêtement, je trouve ça fou raide, moi. La manière de s'opposer éternellement au troisième lien, pour certains élus, parce que je ne suis pas certaine que c'est généralisé. Moi, je n'ai pas fait le tour de l'entièreté des députés de ce gouvernement-là, mais je pense que le gouvernement fédéral, quel que soit le parti qui va le former, parce qu'il va y avoir des élections fédérales vraisemblablement, devrait appuyer le projet de troisième lien parce que c'est un projet qui est souhaité par les 3/4 de la population de 2 régions très importantes au Québec. Donc, M. Poilievre avait raison. Mais c'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. Ben oui, un parti fédéral qui dit j'appuie le troisième lien, moi, c'est sûr que je vais être d'accord. Team Poilievre ça peut être n'importe quel parti fédéral. Moi, je vais bien accueillir. Tu sais, le fédéral doit se réengager dans le financement des projets de transport au Québec. Pas juste le troisième lien, là. Puis, pour ce qui est du gouvernement actuel, parce qu'à la différence des autres partis, ils ne sont pas au gouvernement en ce moment, les autres partis, le Bloc québécois, le NPD, le Parti conservateur, ne sont pas au gouvernement en ce moment. Le parti qui est au gouvernement en ce moment, c'est le Parti libéral fédéral. Lui a pris des engagements, là, on pourrait revenir aux 40 % du tramway puis au prolongement de la ligne bleue. Oui. Trudeau a pris cet engagement-là. Donc, on s'attend à ce que ses propres ministres le respectent. Or, quand je demande à M. Duclos de mettre par écrit le fait qu'il va respecter la promesse de son premier ministre, il refuse de le faire. Vous n'avez rien par écrit là-dessus, là? J'ai rien par écrit. Fait que j'ai envoyé une lettre avant Noël. J'en ai renvoyé une autre dernièrement en réponse à sa propre lettre. Et mon collègue, mon collègue en a envoyé une. Donc, hier, ils sont à 1,8 milliard. Ils ne veulent pas aller aux 40 %, c'est 1,8 milliard, c'est ça, pour le tramway? 1,44. 1,44, excusez, c'est ça. Oui. Alors, c'est très peu. On est loin du 40 %. Ouais. En ce moment, le projet est évalué à 7,6 milliards. Et là, il dit, elle refuse ma rencontre. Mais je refuse pas la rencontre. J'ai dit, ça me fait plaisir qu'on se rencontre dans la mesure où vous vous engagez par écrit à respecter le 40 % et on va se rencontrer sur de quelle façon est-ce qu'on pourrait trouver une solution. C'est parce que tout est en suspens, Ottawa? Sinon, c'est quoi? On va aller se rencontrer. Je vais dire, allez-vous respecter votre engagement? Ouais. Je vais dire, oui. Allez-vous l'écrire? Non. Mais avez-vous l'impression, c'est ça, mais avez-vous l'impression que tout est comme stand-by à Ottawa présentement? Je veux dire, ça fonctionne-tu à Ottawa présentement quand vous essayez d'avoir des garanties comme ça? Avez-vous l'impression que tout est un peu sur le hold présentement? Que ça ne travaille pas, que ça ne gouverne pas présentement? Ou? Bien, c'est-à-dire que là, en ce moment, avec tout le drame autour de Trump, on comprend bien que c'est la priorité. Alors, tu sais, nous, puis on est solidaires, là, indépendamment du troisième lien ou du tramway, on est très solidaires du gouvernement fédéral en ce moment parce qu'il faut que le gouvernement fédéral trouve une manière de déposer des plans et de prendre des engagements qui vont convaincre M. Trump de renoncer à ses tarifs. Ça, c'est la priorité des priorités en ce moment. Et nous, au Québec, de voir tout ce qu'on peut faire en réponse aux éventuels tarifs, à se préparer à tous les scénarios possibles. Du meilleur scénario, c'est-à-dire pas de tarifs, au pire scénario, c'est-à-dire tous les tarifs qu'il a menacé de mettre. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, c'est la priorité qui nous occupe tous, là. Mais à côté de ça, ce gouvernement-là doit continuer de fonctionner. Il y a des projets qui continuent d'avancer, tu sais, et il y a des choses qui continuent de se faire, mais ces 2 projets-là, je ne sais pas pourquoi. Le troisième lien, ils ont toujours été contre. Oui, ça, c'est clair. Là. Ouais. Mais le tramway, ils ont des grands discours sur le tramway, le transport collectif. Ben, d'abord, le transport collectif, ils n'ont plus de programme pour le financer, puis ils ne veulent plus financer. Ben, ils n'ont plus de scène, là. C'est ça la réalité. Ça va prendre plus d'argent à Ottawa, je pense que ça va leur prendre des programmes d'infrastructure. Il y en a un qui arrive en 2026 pour le transport collectif, mais il n'y a tellement pas beaucoup d'argent là-dedans pour le Canada au complet que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont être capables de payer au Québec avec ça. Bref, ils ont pris des engagements, ils doivent les respecter parce que nous, notre contrepartie, c'était de payer 40 % de la voie de contournement de Lac-Mégantic et cet argent-là est au budget. Nous non plus, là, on n'a pas beaucoup d'argent. Là, fait qu'on pourrait faire d'autres choses avec ça. Mais on respecte notre partie de l'entente. Jusqu'à concurrence de 286 millions, 40 % de la voie de contournement de Lac-Mégantic. C'est à eux à respecter le leur. Et je m'attendrai à ce que les gens du Québec, les élus du Québec, quel que soit le parti, soient derrière cette demande-là et disent à M. Duclos, au Parti fédéral, respectez votre propre promesse et commettez-vous par écrit à respecter le 40 %. Avant de vous laisser aller, Mme la ministre, moi, je trouve que l'effet Trump, l'électrochoc Trump, je trouve que ça va peut-être nous forcer à nous remettre les yeux devant les trous, dans le sens que, tu sais, la religion environnementale à tout prix, puis la guerre aux autos et tout ça, puis l'obligation, tu sais, du 100 % électrique en 2035, je pense qu'on n'aura pas le choix de suivre un peu la tendance américaine. Là. Le pétrole va encore faire partie de nos vies.
Partagez-vous un peu cette vision-là de dire, regarde, on va se remettre les yeux devant les trous un peu. Des autoroutes, il va en avoir encore. Les autos électriques pour 2035 obligatoires. Il va falloir oublier ça. Comment vous voyez ça, les 10-15 prochaines années là-dessus avec Trump au pouvoir pendant 4 ans qui va nécessairement teinter la stratégie énergétique et en transport aussi? Tu sais, le 2035, ça n'a pas de bon sens. Là. On peut tout ça le dire. Oui, mais là, mon collègue, il me semble, a dit on va revoir aussi les choses en fonction de, vous l'avez dit, là, les lois du marché vont changer. C'est un électrochoc, pas seulement pour nous, en Amérique du Nord, on a notre accord avec le Mexique et les États-Unis. Donc déjà, nous autres, on veut renégocier ça, puis on va essayer de tirer notre épingle du jeu avec ça, mais c'est planétaire, là. T'sais, la Chine est là-dedans, l'Europe, pendant longtemps aussi. Alors, c'est planétaire, puis... Mais vous avez raison. Tu sais, la raison pour laquelle M. Trump a été élu, puis je ne veux pas m'improviser analyste de la politique américaine, mais il y a quelque chose de très patriotique et de très... tu sais, il ne s'encombre pas des conventions. Non, c'est ça. Puis là, encore là, moi, je ne suis pas pro-Trump. C'est pas pour ou contre rien. Là, je fais juste analyser ce qui se dégage un peu de ça dans son discours avant l'élection et depuis son élection. C'est son slogan. Là. Bon. Alors, c'est les États-Unis, les travailleurs des États-Unis, les produits des États-Unis. Pas les élites. Tout ça est réaliste? Probablement pas. Là. Puis encore là, qu'est-ce qu'il va faire pour s'affranchir de notre aluminium du jour au lendemain? On va voir. Mais dans le discours, dans les apparences et dans ce qu'il dégage, c'est les États-Unis d'abord, nos matériaux, nos travailleurs, notre monde, les conventions sociales, les conventions protocolaires et tout ça. Je ne m'encombre pas de ça. Je dis ce que je veux. Je fais comme je veux. Je fais mes points de presse avec qui je veux à côté de moi. Puis je m'en fous de ce que tout le monde en pense. Tu sais, c'est extrême. Exact. Mais en même temps, il a été élu à la tête d'une nation qui est quand même importante sur la planète. C'est un retour du balancier. Je pense qu'il y a une leçon... On est allé trop loin à gauche sur toutes sortes d'affaires. Là. Je pense qu'il faut que les gens sentent que leurs élus, d'abord et avant tout, cherchent à les représenter, à tenir compte de leurs intérêts. Puis là, je vais être très claire. Là. Est-ce qu'il tient vraiment compte des intérêts des Américains avec ce qu'il fait en ce moment? Moi, ma réponse, c'est que c'est beaucoup trop extrême ce qu'il fait. Il va y avoir des contre-coups importants et il y a sans doute beaucoup d'Américains qui sont extrêmement inquiets et désolés de ce qui est en train de se passer dans leur pays. Ça, je vais être très, très claire là-dessus. Mais oui, je pense que, puis pour ce qui est de la transition énergétique, c'était un peu ça votre question, ça nous confirme hors de tout doute raisonnable. D'autres, ça fait longtemps qu'on milite sur la chance qu'on a d'avoir Hydro-Québec, d'avoir une production d'hydroélectricité. On est passé de surplus quand on est arrivé il y a 6 ans, qu'on savait quasiment pas quoi faire avec. On a signé des contrats avec les États-Unis. Ça a changé vite. Hein? On a 2 contrats de 20 milliards avec New York. Ben oui, c'est ça. Et là, on manque d'électricité. Tu sais, on veut augmenter notre capacité, augmenter la production de nos barrages actuels, puis construire des nouveaux barrages. Les entreprises qui viennent s'installer ici, justement, parce qu'ils ont cet avantage énergétique-là. Alors, ça montre hors de tout doute qu'on avait raison de faire ça, qu'on va avoir besoin de plus en plus aussi de nos alliés en dehors des États-Unis, de diversifier nos marchés. Nous, depuis 6 ans, on a renforcé beaucoup nos délégations à l'étranger avec ce discours-là. Il faut augmenter nos exportations, il faut développer des nouveaux marchés, il faut renforcer les marchés actuels. Alors, c'est une bonne chose parce que déjà en Europe, on a de très bons liens avec l'Europe. Est-ce qu'on peut faire des choses avec l'Afrique? On a des bureaux en Afrique. Puis des projets comme GNL Québec aussi, il va falloir les reconsidérer. Bien, je voyais cette semaine, je pense qu'il y a un sondage qui est passé là, sur... C'est sûr que l'acceptabilité sociale... Peut-être on pourrait résumer ça. L'acceptabilité sociale est devenue un terme très, très omniprésent. Oui. Et un peu fourre-tout peut-être des fois. En effet. Tu sais, je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait, mais tu sais, je pense que tout le monde va se dire, si les États-Unis décident de mettre leurs intérêts avant tout le reste, envers et contre tous, il faut voir ce que nous, on peut faire en solidarité avec d'autres nations qui peuvent être des alliés économiques très importants, qui en sont déjà pour certains, puis qui peuvent en devenir d'autres encore plus importants. Puis des fois, oui, être capable de prendre des décisions, puis pas s'encombrer de toutes sortes de conventions de bien-pensance. Oui, exactement ça. Quand les gens veulent quelque chose, ils ne sont pas fous à temps plein. Là. Voilà. Les gens, ils votent, ils payent des impôts, puis ils s'attendent à ce que leurs élus les représentent. Content de vous l'entendre dire, Mme Guilbeault. Madame la ministre, donc 26 et 27 février, ce sont les séances d'information sur le troisième lien. 26, c'est à l'hôtel Travel Lodge Québec.
sur Hochelaga. Et le 27, c'est au Centre des congrès de Lévis. Donc, Rive-Nord et Rive-Sud. Allez-vous être présente à ces séances-là? Ou Ben, je vais y aller, certainement. Je ne serai pas là pendant toutes les séances. C'est de 15h à 20h. Vous l'avez dit, je pense, là, pour accommoder les gens pour le travail. Okay. C'est ça, parce que c'est un mercredi et un jeudi, donc on accommode. Et oui, certainement que je vais y aller. Je ne sais pas encore exactement où et quand, mais soyez certains que je vais y aller. Madame Guilbeault, merci beaucoup d'être passée. Très apprécié. Merci à vous. Geneviève Guilbeault est ministre des Transports, vice-première ministre du Québec. Il est déjà 13h dans Trudeau-Landry. On vient.